que j'apprécie un peu le Ouattara, parce que vous le savez, même j'ai vu Ismo le démocrate. Ismo le démocrate, lui, il soutient, pour lui, le quatrième mandat, il est normal. Moi, pour moi, le quatrième mandat, non, je suis contre le quatrième mandat. Donc, naturellement, je ne peux pas apprécier même quelque chose qui sort même déjà d'accord du quatrième mandat. Ce serait m'oublier. Mais en dehors de ça, ah non, je peux pas être fatigué. Hein, Doumbia Khalil, je ne peux pas être fatigué de dire non au quatrième mandat. Parce que, je vais t'expliquer quelque chose, Doumbia. Contrairement à beaucoup de personnes, moi, je ne cherche pas à manger. Je ne suis pas politicien de carrière. C'est-à-dire que quand je ferme mon téléphone, je ne suis pas payé par un parti politique, Doumbia Khalil. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce que vous appelez les chroniqueurs, les communicants, ont comment on dit ça, ont des accointances avec des hommes politiques. Des hommes politiques, j'en croise. Mais je ne demande pas, d'accord, quand j'échange avec un homme politique, je ne lui dis pas, tu as quelque chose pour moi? Non. Non. Et si je vais au restaurant, voilà, je paie mon assiette, je paie mes verres. C'est vrai que vous avez l'impression que peut-être je suis quelqu'un, voilà. Mais non, je ne demande pas, donc je ne dépends pas d'un parti politique. Je ne dépends pas d'un parti politique. Mais en Côte d'Ivoire, quand on parle bien, on dit, ah, celui-là, il parle bien, il serait effectivement à côté il serait à côté de, comment on dit, il serait bien à côté de tel ministre, tel ministre. Moi, je ne cherche pas à être à côté d'un ministre. Je ne cherche pas à être maire, député, ou, comment on dit, député ou quoi. C'est pas, non. Voilà. Non, mais parce que vous êtes habitué en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous êtes habitué. Dès que quelqu'un prend des prises de parole, on lui invente un destin politique. Hein, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un prend une prise de parole qui peut même faire polémique ou même être apprécié, ah, lui, là, c'est un futur temps. Non. Il faut apprendre à être au-delà de la politique, mais c'est la famine qui fait ça. C'est la misère qui fait ça. D'accord? C'est ce que je disais à une personne. Je disais, tu sais, pourquoi il y a beaucoup de sorciers en Afrique? Tu sais pourquoi les églises pilulent en Afrique? Parce que, en fait, c'est la pauvreté, c'est la misère qui fait ça. On ne sait pas, on n'a pas d'autre choix. D'accord? On n'a pas d'autre choix. C'est la misère qui fait ça. Si les gens, même la politique, hein, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire, il y a plein de personnes qui ont des ambitions politiques pour manger, pour avoir un héritage doré, pour avoir des avantages d'État. C'est la misère qui fait ça. Si les gens avaient une bonne situation économique, chacun va qu'à ses occupations, je peux vous dire que même la politique, très peu de personnes allaient parler de la politique. Très peu de personnes allaient parler de la politique. C'est parce qu'il y a la misère. Nous sommes dans des pays pauvres. Et ces pays pauvres font que, aujourd'hui, quand on tient un discours, quand on s'exprime et autres, automatiquement on dit, ah, lui là, voilà, il a un destin politique. C'est pas tout le monde qui veut, c'est pas tout le monde qui veut faire la politique. La politique, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça. D'accord? Et par la suite, je veux vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit que non, on ne peut pas être neutre. On ne revendique pas, ah, il est là. Ok, je vais te faire la demande. Faites la demande, je vais t'accepter. Et je vais chuter sur ça. En fait, je ne cherche pas à être neutre. Quelqu'un qui est neutre, il dit qu'il est neutre. Attention. C'est pas vous qui décrétez la neutralité d'un individu. On ne décrète pas la neutralité d'un individu. La preuve, je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai des idées qui convergent dans le sens d'un parti. Mais ça ne veut pas dire que je suis militant de ce parti, ou même sympathisant de ce parti. Quand des idées convergent vers un sens, ça ne veut pas dire qu'on est neutre. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, parce qu'on n'est pas PPACI, parce qu'on n'est pas RHD, parce qu'on n'est pas PDCI, ça veut dire qu'on est neutre? C'est vous qui inventez la neutralité. Sinon, il y a des citoyens qui s'expriment sur des sujets politiques, mais ils ne vont pas te dire qu'ils sont neutres. Ce sont des citoyens, peut-être, mais ils vont regarder un projet au PDCI qui les séduit, un projet au PPACI qui les séduit, un projet au RHDP qui les séduit. C'est pas de la neutralité. Donc, d'où vous sortez avec votre invention de la neutralité? Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des formules. Je pense que c'est ce que je disais à quelqu'un. Les Ivoiriens, vous êtes pareils que les Français. En termes de comportement, l'Ivoirien est identique que le Français. Et je dis même plus l'Ivoirien. C'est plus l'Ivoirien. L'Ivoirien a le comportement du Français. Le Français, en signe de réussite, il a deux choses. C'est-à-dire quand il voyage dans le monde. D'accord? L'Ivoirien, en fait, et le Français, quand il part aux États-Unis, il a réussi. Les Français sont très admiratifs des Américains. C'est-à-dire, limite, c'est des gens
qu'ils idolâtrent, en fait. Ils sont très admiratifs des idoles. Et en Europe, ce sont de beaux parleurs. Quand vous allez dans les pays européens, quand vous allez par exemple chez les Anglais, vous allez aux Pays-Bas, j'ai fait effectivement ces pays-là. Quand tu dis que, on dit, les Français, ils ont la grande gueule. Ils aiment en fait chez eux, c'est le pays le plus beau, le pays de la culture, le pays de temps. C'est eux les meilleurs. Voilà les Français. Et puis, c'est des gens qui ne sortent pas beaucoup dans leur pays. Vous entendez souvent quand ils parlent, les gens viennent chez nous. Les gens viennent chez nous, ils bénéficient des allocations sociales. Des gens, on a l'impression que le monde en fait entier vient s'installer en France. Vous voyez, comparez en fait les Ivoiriens. L'Ivoirien, quand il réussit un peu, il va vers le Maroc. Quand il voyage là, il va vers le Maroc pour commencer. Maroc, Tunisie. Ça, c'est parce que c'est vraiment la situation de misère qui fait. Sinon, avant, c'est la France. D'accord? Au-delà de la France, c'est les États-Unis. Maintenant, le Canada. Mais les Ivoiriens, ils ne vont jamais... J'ai parlé avec un ami tout à l'heure, ça fait même 4 heures. J'ai dit, mais vous pouvez aller au Burkina Faso et puis réussir. Pourquoi les Ivoiriens ne pourraient pas aller au Burkina Faso réussir? Pourquoi les Ivoiriens ne pourraient pas aller au Nigeria réussir? Pourquoi les Ivoiriens ne pourraient pas aller au Mali réussir? Pourquoi les Ivoiriens ne pourraient pas aller au Sénégal réussir? Mais parce que ces autres pays-là, ils ont compris. Ils ont compris. Ils vont dans ces pays à côté et ils réussissent. Pourquoi? Ça fait quoi si tu réussis au Cameroun, tu réussis tant? Ouais, je t'envoie ça. Il dit, ah ouais, j'ai dit, mais c'est dans la tête, en fait. C'est dans la tête. Le français, c'est pareil. Le français, il n'aime pas sortir de son pays. Quand il sort, souvent même, il y a des Français qui ignorent qu'il y a des Français qui ont fait fortune en Afrique. Ils ne croient même pas. Chez eux, la France est le meilleur. Oh, ils viennent pour les allocations sociales, ils viennent profiter du temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Ivoirien, pour moi, très pour trait que le Français. Très pour très, grande gueule, il se plaint, d'accord, un côté un peu lâche, excusez-moi, voilà. Mais et puis voilà. Donc pour moi, je pense qu'il faut sortir de ça, quoi. Il faut sortir de ça et il faut sortir de ces choses-là. Il faut sortir de ces, voilà. Et ça c'est partout, hein. Mais les Ivoiriens, pour moi, les plus français, quand tu regardes le comportement, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens. Quand tu les entends, grande gueule, ah là 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 là, grande gueule, et tout, t'as la grande gueule. Et puis souvent, sans foi ni loi. Très peu d'Ivoiriens aujourd'hui, je dis pas que ça n'existe pas, d'accord? Moi-même, je suis Ivoirien, hein, parce que je vous ai mis une vidéo où d'autres m'ont trouvé déjà une ascendance burkinabé, parce que je l'ai dit, voilà. Mais voilà, je connais les Ivoiriens. Et puis, faux type. Ivoirien, sa parole, son oui, il faut te méfier. On se connaît, hein? On se connaît. Et je me mets là-dedans. Ça se travaille, ça. Les hommes de principe. C'est des gens qui vont jusqu'au bout. Quand ils te disent, mon gars, tu es mon gars jusqu'à la gare. On meurt ensemble. C'est rare. Et ça, c'est une valeur qui se travaille. Bon, allez, je vais inviter mon invité. C'était pas moi aujourd'hui. Alors, il est où? Je te cherche, attends. Ah, il est là. Voilà, c'était ma petite intro tant qu'il arrive. Alors, bonsoir, comment tu vas, Andigua? Ton micro? Bonsoir, le grand patron saint. Oh, pardon, tu me fais trop d'honneur, là. Non, c'est pas, il faut me remettre l'église au centre du village. Tu es un patron. Ah bon? À peine as-tu lancé ton live que on voit une grande mobilisation. Et tu vois que de plus en plus, les Ivoiriens adhèrent à ton discours à travers tes interventions sur le tube cathodique, notamment dans la bande à Carlyle. C'est ça, non? Je prononce bien, Ouais, la bande à Carlyle, ouais. Mais en tout cas, il y a de la qualité et on sent que c'est un jeune Ivoirien qui est passionné par son pays, qui aime beaucoup son pays, donc on ne peut que t'encourager, normalement. Merci pour les encouragements, frangin, ça me va droit au cœur. Tu sais que, bon, voilà, tu n'es plus à présenter, hein. Oui, c'est moi sur Global Africa Télé Sud, Mindset. Alors, Kader Diarra-Souba, voilà, GPS, on parle souvent de lui, j'entends souvent parler de lui. Et de temps à autre, on a des échanges. Je lui ai dit, il fallait qu'on échange, lui et moi, et qu'on se dise certaines vérités. Donc, on va se dire certaines vérités. On va aussi analyser l'actualité parce que j'aimerais faire cet exercice-là avec lui, je lui avais dit. J'aime bien souvent aussi sa fille et sa façon de voir les choses. Donc, Kader, moi, je vais commencer par quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, le poids politique et la signature de Sorobium
tant aimé, apprécié et traité de rebelle de tous les noms. Après combien d'années? Ça fait 2002, on est aujourd'hui en 2026. Ça fait quasiment, ça passe vite, hein, mais dis donc 24 ans. 24 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu perçois cela? C'est-à-dire, on a eu une sorte d'ascension de Soro Kibafori Guillaume, hein, qui a joué dans tout, tous les dispositifs politiques de ces dernières années, en étant Premier ministre, ministre, il était auprès du RDR, apprécié par le RDR, aujourd'hui vilipendé, voilà. Et puis, on a aujourd'hui je dirais, ce fardeau, cette indexation de la rébellion qui revient. Comment tu perçois tout cela aujourd'hui? Ok, très bien. Très bonne question d'entrée. Ce que moi je vais dire sur cette question, je vais prendre une image pour essayer, tant bien que mal, de l'expliquer. Hein. J'espère que tes auditeurs vont me suivre. Alors, on va imaginer la Côte d'Ivoire comme le soleil qui illumine nos vies, qui brûle, qui, dans le processus de chlorophyllisation, a un rôle très important dans notre existence. On sait combien le soleil est important pour les arbres, pour les plantes, pour l'être humain, pour les animaux, dans le cycle de la vie. Et moi, je vois la Côte d'Ivoire dans l'image que je vais prendre comme le soleil. OK? Et on a Guillaume Soro, qui est un Ivoirien, qui avait une posture, un combat qu'il a mené, et les usufruitiers de ce combat-là ont galvaudé le combat qu'il avait mené. C'est-à-dire, quand on aspirait donc à avoir plus de démocratie, quand on aspirait à avoir plus de liberté pour les Ivoiriens. Et aujourd'hui, on se retrouve, et là je vais citer Amadou Kourouma, qui disait, dans une dictature, la seule institution qui existe, c'est la prison. Aujourd'hui, c'est pas cette liberté-là que Guillaume Soro espérait pour son pays. Alors, comme dans le mythe d'Icare, il n'a pas voulu se rapprocher avec ce groupement politique-là vers le soleil de la Côte d'Ivoire qui allait certainement lui brûler les ailes. Il s'est dit, à un moment, il faut que je prenne mes responsabilités. Et là, je reviens maintenant dans la réalité. Guillaume Soro ne pouvait pas s'acoquiner avec ce pouvoir-là et continuer très longtemps à cause de leur méthode expéditive, de la prévarication des deniers publics, de la corruption à outrance qui existe en Côte d'Ivoire, et bien sûr, un pouvoir aussi liberticide. Voilà. Et tous les pouvoirs liberticides, aussi puissants qu'ils soient, ils ont tous une même destinée, c'est de tomber. Ça s'est vu avant-hier, ça s'est vu il y a 1 an, ça se verra demain, ça se verra après-demain. Donc Guillaume Soro a bien pris conscience que son avenir politique, il serait plus en sécurité avec l'adhésion des Ivoiriens dans son projet que de rester dans un groupuscule politique qui fait tourner une épée de Damoclès sur la tête de tous les Ivoiriens, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. En 2010, on a eu l'élection la plus inclusive jamais organisée en Côte d'Ivoire avec 89% de participation, 89 ou 90% de participation. Mais depuis lors, on n'a plus d'élection. Voilà, et vous devez comprendre lorsque Guillaume Soro dit il n'y aura pas d'élection, mais justement parce que en 2015, il n'y avait pas d'élection, c'était un simulacre. En 2020 également, c'était un simulacre. Et en 2025, tout près là, c'était encore un simulacre. Donc Alassane Ouattara n'a eu que des victoires à la Pyrrhus, voilà, qui ont concouru à ternir son image sur le plan international. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Ce matin, donc, j'ai eu à faire une publication sur Facebook. Ça a du coup irrité beaucoup de militants du RHDP qui, ma foi, sont dans un panurgisme imbécile. C'est ce qui les détermine. Des colibés, des cris d'oiseaux, j'ai entendu sur ma personne. Bon, je me connais physiquement, sans tu me connais, tu sais que bon. Je peux être une gravure de mode qui vont accrocher dans leur salon. L'intelligence aussi, par la grâce de Dieu, j'en ai. Bon, non, souvent, faut être sûr de ses certitudes et dire les choses telles qu'elles sont. Donc, moi, ça ne me dit rien, ce genre d'insultes et tout ça. C'est pas grave, il y a plus important à gérer. Ce matin, par exemple, je disais que Alassane Ouattara, qu'on a vanté tellement puissant, le Pennsylvanien, l'homme des États-Unis, à l'entre-genre et politique incroyable avec une diplomatie tellement solide. Mais ce sont les États-Unis, aussi imprévisibles que Donald Trump soit, qui interdisent aux Ivoiriens aujourd'hui d'aller avoir des visas B1, B2 pour entrer aux États-Unis. Ça veut dire quoi?
que les États-Unis ont pris conscience que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la gabegie financière, la corruption ont atteint un tel niveau que ne peuvent pas continuer à convoler en juste noces avec la Côte d'Ivoire. Voilà, je vous rappelle que le GAFI, le groupe d'action financière internationale, a mis la Côte d'Ivoire sur une liste. Ça veut dire que véritablement, il y a des problèmes de fond sur cette question-là. D'accord, on va s'arrêter là. Moi, je vais vous poser une question claire. Au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, voilà, on parle de ce Soroguio, mais il y a aussi Kader, toi, l'individu doté d'un cerveau, de ses facultés. Je veux savoir, est-ce que en 2002, le 19 septembre 2002, pour revenir là-dessus, te concernant parce que tu n'es pas dans la tête du Soroguio, si le 19 septembre 2002 devait être à refaire, est-ce que aujourd'hui, si la rébellion serait un impératif pour toi? Avec des si, je pense qu'on peut construire les châteaux en Espagne. Avec des si, toi, avec des si. Oui. Dis-toi parce que tu n'es pas dans la tête. Avec des si. Moi, ce que je peux dire sur cette question, c'est que, et Soroguio lui-même l'a déjà fait, avec lui, je peux donc lui emboîter le pas, c'est de véritablement demander pardon aux Ivoiriens. Ça, il l'a fait depuis qu'il était sur le magistère de la présidence de l'Assemblée nationale. Il a toujours continué à demander pardon. Parce que c'est une œuvre humaine et elle n'était pas perfectible. Voilà, il y a eu des défauts. Et aujourd'hui, moi, je vais te répondre franchement à la question. Oui, moi, je veux que quand toi, on voit, ne même pas que tu... Moi, personnellement, quand je vois que ce pourquoi on a mené le combat, ce ne sont pas les résultats escomptés, voilà, j'ai mal de voir aujourd'hui, par exemple, les militants du RHDP insulter les Burkinabés, les Maliens, les pays de l'Interland avec qui ils ne sont pas en odeur de sainteté aujourd'hui. Et c'est ceux-là même qui sont en train de faire la promotion de la carte de séjour qu'on trouvait discriminatoire entre les Ivoiriens à cause de l'assimilation qu'on pouvait avoir avec les populations du septentrion ivoirien et les pays de la confusion avec les pays de l'Interland, par exemple. Moi, avec du recul, si on devait arriver à ce résultat-là, je pense qu'on devait laisser la Côte d'Ivoire dans l'état où il était, tout simplement. Ceci dit, je réitère encore une fois, et moi, c'est ma voix, moi, même si j'ai pas été un acteur majeur de la rébellion, moi, c'est de demander humblement pardon aux Ivoiriens. D'accord. Ok. C'est de demander pardon humblement aux Ivoiriens. Et puis, non seulement le RHDP est le plus grand usufruitier de la rébellion, mais en même temps, comment arrive-t-il à faire le distinguo entre Guillaume Soro et tous les ministres du gouvernement de Ouattara qui étaient dans la rébellion, soit au... Bon, je pense qu'il a reçu un appel certainement. Le temps qu'il arrive, c'est un échange, hein, je vous ai dit, c'est un échange. J'ai déjà eu échangé avec lui en aparté. J'avais promis en tout cas poser des questions claires. Il a reçu un appel, le temps qu'il nous revienne. Et voilà, qu'on puisse véritablement, moi je puisse véritablement échanger. Et mes questions peuvent fâcher, comme ne pas fâcher, mais c'est comme ça. Ça peut arriver. J'ai vu le soleil dans les parages. Ça peut arriver un jour comme ça. J'ai envie de prendre quelqu'un, et puis bon voilà, pas le travailler au corps, mais j'ai envie, au-delà des panels, au-delà des personnages, bon, lui c'est un personnage, Kader, c'est vrai qu'il est si jeune, mais il a déjà roulé sa bosse dans la politique, il est un acteur politique que l'on veuille ou pas. Mais ça peut m'arriver de prendre quelqu'un comme ça, et puis sur ça, on va revenir, hein, parce que j'ai beaucoup de questions, c'est pas véritablement un panel il va être ouvert après, d'accord, mais il y a des questions clés, d'accord, sur lesquels j'aimerais qu'il y ait un truc. Mais il va revenir, certes, il reviendra. Donc ne le prenez pas en mal. Alors, je vais, le temps qu'il arrive, en fait, revenir sur un point. Je vous ai dit, en ce qui concerne le dernier discours du président Laurent Gbagbo concernant le financement avec Kadhafi. J'ai vu que beaucoup de personnes avaient je vois un commentaire qui vient, qui me fait rire. Beaucoup de personnes ont eu des interprétations. J'ai bien envie de m'exprimer par rapport à cette sortie, parce que j'ai des informations assez intéressantes. Est-ce que je dois les partager ici, ou je dois les partager demain à la télévision? Je pense que ça, je vais le partager à la télévision, parce que cette analyse-là, personne ne l'avait faite auparavant. Donc, non. Je vais la partager à la télévision. En primo, et puis il est de retour. Bon, alors, on t'écoute, tu étais en train de faire de chuter sur ton point de vue. Je suis désolé pour cette brève interruption. Donc, que tu avais reçu l'appel. Donc, comme je disais, comment arrive-t-il donc à faire le distinguo? Guillaume Soro serait donc le rebelle aujourd'hui, mais en même temps, l'armée, pour la plupart des officiers qui sont proches, qui représentent presque une garde prétorienne pour M. Ouattara,
sont tous issus de la rébellion. Je pense qu'il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle qui a pignon sur rue aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où on feint de ne pas voir les véritables problèmes. Voilà. D'accord. Ok, merci Kader. On va aller directement en plein dans l'actualité. Nous avions eu un discours, déjà même, avant de mettre les pieds dans l'actualité, je veux déjà véritablement, par ta perception, je vais te citer des hommes clés que tu as vus ou dont tu as entendu, qui étaient plus ou moins de loin ou de près, d'accord, ont côtoyé, d'accord, Monsieur Soro Guillaume. On va commencer par un personnage, le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui du président Laurent Gbagbo vis-à-vis de Soro, ou toi-même, quelle est ta perception de ce monsieur qui, pour certains, est un échec, et pour d'autres, aujourd'hui, disent qu'il est fatigué, il faut qu'il s'en aille, et d'autres qui disent qu'il faut qu'il maintienne le navire. Pour toi, en termes de perception, comment le perçois-tu aujourd'hui? Mais ceux qui disent qu'il est fatigué, il faut qu'il s'en aille, s'ils peuvent appliquer la même logique à Alassane Ouattara, ça sera pareil, parce que d'autant plus qu'Alassane Ouattara, c'est son aîné. Ça, c'est d'un. De deux, et plus important, je n'ai pas dit de prendre le président Laurent Gbagbo en pitié, mais il faut avoir du respect. Et il faut avoir une forme de mansuétude envers lui. Le monsieur a quand même passé 10 ans en prison, et les 10 ans n'ont pas suffi à prouver qu'il était coupable de quoi que ce soit à la cour, pour les chefs d'accusation pour lesquels il était, je vais dire, déporté donc au niveau de la Cour pénale internationale. Il faut avoir du respect pour lui. C'est pas un discours clivant que je tiens. Je ne suis pas membre du PPACI. Et pour nos auditeurs qui sont là aujourd'hui, j'aimerais faire une précision. D'aucuns s'offusquent, dans tous les camps, de voir le rapprochement entre le président de Génération et Peuple Solidaire et le président Laurent Gbagbo. Mais c'est quoi de plus normal, idéologiquement? Moi, je me rappelle lorsque je payais une visite à M. Charles Blé Goudé au niveau de la Cour pénale internationale, c'est lui qui m'avait fait cette révélation en me disant, par exemple, que idéologiquement, c'était pas possible que Soro et Alassane Ouattara soient ensemble. Mais je lui ai dit qu'effectivement... Attention, Kader, d'accord, pour les personnes qui sont là, je veux savoir quelque chose. Lorsque tu as payé une visite, d'accord, c'est vérifié, c'est avéré. Hein, je pense que tu vas pas sortir des trucs. Et monsieur, le président du COJEP a dit qu'il est impossible que monsieur Soro soit proche. Idéologiquement, qu'il sentait que ça allait capoter, bon, je pense qu'il voulait me tirer les verres du nez, mais en tout cas, il savait que ça n'allait pas marcher. Et ça, il me l'a dit clairement. Et à moi de corroborer donc les soupçons qu'il avait en lui disant qu'effectivement, cette question-là, voilà, on savait ce que c'était et tout ça. Mais en tout cas, on voulait que ça se passe dans la paix, parce que nous, on allait finir par créer notre mouvement politique dont la naissance a été actée en 2019, le mouvement Génération et Peuple Solidaire. Quand je dis ça, idéologiquement, GPS est plus proche du PPACI, qui est un parti de gauche. Tu n'es pas sans ignorer que GPS est un parti de centre-gauche. Donc, idéologiquement, ils sont plus proches. Et plus important, il faut que les gens le notent. Le livre écrit avec François Mattei, dont le co-auteur était le président Laurent Gbagbo. Oui. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit dans ce livre-là concernant le président Henri Konan Bédié? Il avait dit que Henri Konan Bédié, c'était comme Saül, qui avait vendu sa vie pour un plat de lentilles. Lorsqu'on a posé la question au président Laurent Gbagbo plus tard, lorsqu'il y avait une alliance avec le président Bédié qui naissait, paix à son âme, le président Laurent Gbagbo a répondu « Et alors ?» Et alors? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans les chemins de ma vie du président Henri Konan Bédié, il a bel et bien dit que Alassane Ouattara n'était pas un Ivoirien, que c'était un Burkinabé. Bon, je vais vous épargner de tout ce qui a été écrit dans ce livre-là. Mais c'est avec le même Henri Konan Bédié que Alassane Ouattara a fondé le RHDP sur les fonds baptismaux en 2004 à Paris. Donc ça fait partie d'une forme de dynamisme de la vie politique que les gens ne trouvent pas... je ne dis pas que le président Laurent Gbagbo et M. Guillaume Soro iront en vacances ensemble au point de s'aimer d'un amour qui va devenir éternel. Mais en tout cas, ces deux hommes, ces deux personnalités ont une passion commune qui est la Côte d'Ivoire, et ils ont su mettre leurs égos, leurs différends de côté, essayer de se parler de la même voix pour des problèmes de la Côte d'Ivoire. Okay. Voilà, donc moi je pense que le président Laurent Gbagbo, faut beaucoup le respecter.
D'ailleurs, je peux vous donner la garantie, lorsque certains cyberactivistes proches de GPS, d'ailleurs, qui ont rejoint le RHDP, leur famille naturelle, j'ai envie de dire ça, On reviendra sur ce type. essayaient d'insulter le président Laurent Gbagbo, j'ai reçu instruction personnellement de la part de M. Guillaume Soro de les y interdire. Bon, ceux qui s'y sont refusés, on sait où ils sont désormais. Voilà. Ok, d'accord, merci pour le scoop, mais je veux juste aussi le président Henri Konan Bédié, parce que j'ai l'impression que, effectivement, le président Henri Konan Bédié, sur ces dernières années, quel lien particulier le président Henri Konan Bédié, quelle perception que toi déjà, Kader, tu as du président Henri Konan Bédié, et quel était ce lien entre Henri Konan Bédié et le président Soro? Henri Konan Bédié était comme le père de Guillaume Soro. Il appelait lui-même, il lui donnait du mon fils, Guillaume Soro lui donnait du papa. Voilà, je me rappelle lorsque nous sommes allés à Bédié-Cros, qui est le vaste domaine du président Henri Konan Bédié, le président Bédio était allé lui présenter le caveau familial et avait enjoint à M. Guillaume Soro, si la mort venait à le trouver, qu'il soit que Guillaume Soro soit celui qui l'enterre. J'ai été témoin oculaire, voilà, de cette scène-là. C'est vous dire les liens filiaux étroits qui existaient entre les deux hommes. Malheureusement, c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Un monsieur qui a souffert le martyre depuis 1999, lorsque le 24 décembre, il a subi un coup d'État. Et ensuite, un monsieur qui a aidé à l'avènement du RHDP au pouvoir, parce que si monsieur Bédié s'était allié donc à monsieur Laurent Gbagbo en 2010, on ne parlerait pas d'Alassane Ouattara président. Mais après, on sait comment il a été récompensé, presque mis en résidence surveillée par ce même pouvoir pour qui il a tiré les marrons du feu. Et voilà, donc beaucoup de respect, beaucoup de considération pour le président Henri Konan Bédié. Et encore une fois, je formule les meilleures prières pour le repos de son âme. D'accord. Venons-en à Alassane Ouattara, celui-même qui disait que Soro Guillaume était son fils choisi. Et Soro Guillaume aussi le considérait comme un père. Sauf si aujourd'hui tu nous rectifies ces choses. Alors, quel est aujourd'hui, en termes de bilan, parce qu'effectivement, il y a eu un cheminement, hein, d'accord, il y a eu un cheminement entre Soro Guillaume et Alassane Ouattara, même toi, quel est ton œil? Quel est l'œil aujourd'hui que tu as véritablement du personnage politique Alassane Dramane Ouattara et effectivement les liens qu'il y avait entre Alassane Dramane Ouattara et Soro Kibafori Guillaume? Moi, je trouve que M. Alassane Ouattara pense simplement être un démiurge sorti des cuisses de Jupiter. C'est quelqu'un qui est très réfractaire à la contradiction. Voilà, pour tout ce qu'on avait pensé de lui, un personnage policé. Justement, on s'était laissé séduire par ce genre de questions-là. L'États-Unien, le Pennsylvanien, avec son PhD en economics, qui aurait pu, en fait, redorer le blason de l'économie ivoirienne et tout ça. Alassane Ouattara, pour moi, c'est une grosse déception. Une grosse déception sur le plan même de la gestion du pays en termes de rapport humain avec ses concitoyens. Voilà, c'est sous Alassane Ouattara, sous Houphouët-Boigny, c'était à compétence égale, on peut privilégier le militant. Mais sous Alassane Ouattara, si tu n'es pas RHDP, il faut libérer le tabouret. Donc, toute l'administration ivoirienne, il faut être militant du RHDP. Je ne dis pas qu'il faut montrer sa carte de RHDP, mais en tout cas, il faut être un laudateur du pouvoir pour avoir accès à des postes. Récemment, j'ai eu vent de remous, de quelques remous et remue-ménages au niveau du port, où il y a eu des nominations qui ont été faites presque abusivement, j'ai envie de dire. On a fait monter des stagiaires au poste de DRH pour certains dossiers qu'on a reçus. Mais en tout cas, globalement, sur Alassane Ouattara, et en termes démocratiques, là, c'est la catastrophe. Les Allemands disent « une catastrophe » pour mettre un peu l'emphase sur la question. Mais Alassane Ouattara, c'est un liberticide. Voilà, en Côte d'Ivoire, que peut-on faire aujourd'hui? Quand on parle, on nous menace de prison, on nous menace d'extradition, on nous menace de poursuites judiciaires. Et il y a des Ivoiriens qui ont subi coups et blessures pour ça. Je vous rappelle par exemple que Guillaume Soro était encore président de l'Assemblée nationale lorsque le RACI
tenait donc une réunion autorisée par la préfecture à Korogo, les mêmes militants du RHDP sont venus, ils ont assassiné Soro Kognon. Ça, c'était en 2018. Ils ont joué avec la tête de Toussaint. Oui. Ils ont tué encore récemment des Ivoiriens. Mais Alassane Ouattara, il n'est pas respecté, il est juste craint. Et ça, faut savoir faire le distinguo entre ces deux notions. Il est juste craint, il est là parce que, bon, il a une garde prétorienne et une soldatesque qui sont prêtes donc à aller au casse-pipe contre le peuple qu'ils veulent diriger. Voilà, donc c'est une grosse déception. Je pourrais passer donc 2-3 jours en train de faire la litanie de tout ce qu'il a fait subir aux Ivoiriens. Ils ont la mémoire plus fraîche que la mienne, certainement. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là pour ne pas, pour ne pas dire... Je vais poser 2 questions qui sont essentielles et puis on va avancer sur l'actualité en elle-même. Alors, le port du boubou. Est-ce que le port du boubou était un argument avéré ou était le fruit, d'accord, d'une manipulation? Ça, c'est la première question. La deuxième question... On va aller une par une, comme je ne note pas et que je réponds vraiment... Le port du boubou était un argument avéré ou le port du boubou était l'objet d'une manipulation? D'accord. Écoutez, les Ivoiriens aiment comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Et puis, bon, ils ne voient pas la profondeur de la réflexion, peut-être qui est émise par l'auteur d'une réflexion. Quand je dis ça, je vais vous faire remarquer que c'était une allégorie pour caricaturer un peu tout ce que les gens du Nord subissaient. Moi, je vais prendre 2 exemples probants et qui me sont arrivés à moi-même. Quand je parle de la rébellion, au départ, il fait le mea maxima culpa, mais j'ai envie de dire aussi que des personnes du Nord, issues du Nord, à cause de la confusion qu'on pouvait faire, donc, pour ne pas avoir à me répéter avec les gens du Burkina, du Mali, ont subi quand même des brimades. J'ai mon oncle qui en a subi, et devant moi, une fois à Zata, j'étais avec mon père, il a subi cette même moquerie, Diarasuba, c'est ivoirien, d'où et tout ça, ça a existé. Ça a existé également. Donc, quand on parle de l'allégorie du boubou, c'est certainement pour faire référence à tout ça. Sinon, le président Laurent Gbagbo lui-même, il portait des boubous. Mais aujourd'hui, quand on fait référence à cette allégorie, c'est pour dire que généralement, c'était les gens du Nord qui portaient ce boubou-là. Bon, on en porte de moins en moins aujourd'hui. En tout cas, ils vont chez Saint-Moïse, chez les grands couturiers pour sortir des boubous de qualité qui sont différents de ce qui pouvait les assimiler aux autres, aux gens des pays de l'Interland et tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'était pour décrire tout ça. Faut pas le prendre dans le sens littéraire du mot, mais il fallait voir une profondeur de la question sur ce sujet-là. D'accord. Allégorie dite. Aujourd'hui, certaines personnes pointent du doigt l'élimination de Ibrahim Koulibaly dit Ibé, qui a été encore cité récemment, celui-là qui serait le cerveau de la rébellion. On indique que celui qui a jugé utile de l'éliminer, c'est Soro Guillaume. Alors, pourquoi Soro Guillaume voudrait forcément éliminer, d'accord, Ibrahim Koulibaly? Vous savez, c'est tellement facile de porter des accusations, excusez-moi, je vais dire farfelues, mais ne me prenez pas au mot. J'ai pas trouvé d'adjectif qui irait avec ce que je voulais dire. C'est tellement facile de porter des accusations, mais Alassane Ouattara, il a une justice. Pourquoi il n'ouvre pas de procès sur la mort de Ibé? Pourquoi n'ouvre-t-il pas de procès, comme il a promis, sur la rébellion? Si on réussit à répondre à ces questions-là, on aura une piste de solution pour trouver qui a assassiné Ibé. Mais en tout cas, moi, de ce que je sais, au Golf Hotel, c'est Alassane Ouattara qui avait donné l'ordre, clairement, des termes très clairs, pour l'élimination d'Ibé. Tout le monde est témoin. Et lorsque la vidéo de M. Chérif Ousmanou, il partait à Bobo pour dire c'est la dernière fois qu'ils arrivaient à Bobo sans tirer. La prochaine fois qu'ils venaient, ils allaient tirer. Mais voici des gens qui ont dit clairement que Ibé a été éliminé. À M. Guillaume Soro, il a été posé cette question une fois. Il a dit, il faut regarder au sein du RHDP qui avait intérêt à éliminer Ibé. Voilà. Ibé
la question vient aujourd'hui, j'estime que c'est même très malhonnête d'essayer de remettre cette question-là sur la table. Mais qu'il remette le corps, par exemple, de IB à sa famille, pour qu'il ait droit au moins à une sépulture digne. Voilà, qu'il fasse. Et IB, qu'est-ce qu'il voulait faire à l'époque? C'est Alassane Ouattara et son clan eux-mêmes qui le disaient à l'époque. Il voulait faire un coup d'État parce qu'il estimait que le pouvoir lui revenait légitimement, comme le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ne s'entendaient pas. Voilà, donc après, quand on aura fini de répondre à cette question-là, ils ouvrent des procès tranquillement et on verra qui a assassiné IB. Ok, merci pour ta réponse qui est claire. Alors, on va mettre les pieds dans le plat concernant l'actualité. Première des choses, nous avons vu effectivement que depuis plusieurs temps et dernièrement, il y a beaucoup d'altercations entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Effectivement, tu sais la dynamique dans laquelle en fait l'AES est et beaucoup de personnes sont à la recherche effectivement de ton leader générationnel, Soro Kiba-Foidiom, qui serait dans l'AES. Et pas mal, bien évidemment, de communicants qui se réclament du mouvement GPS. Je tiens à rappeler que le GPS est dissous en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas le GPS, c'est GPS. C'est GPS, pour moi. C'est Génération Un Peuple Solidaire. Génération Un Peuple Solidaire. Voilà. Ouais. Génération Un Peuple Solidaire. Alors, pourquoi aujourd'hui les personnes qui se réclament communicants du GPS ont ce bagou là pour les pays de l'AES, ça déjà pour le savoir. Est-ce que c'est pas parce que on l'on dit, d'accord, certaines personnes murmurent et disent que Monsieur Soro Kiba-Foidiom serait certainement dans une localité de l'AES ou quel message où l'AES a de différent par rapport à la Côte d'Ivoire? D'accord, je vois que la question est à plusieurs volets. Exactement. Je te laisse la latitude de répondre. Monsieur Guillaume Soro ne s'est pas caché quand il allait dans l'AES sur la Côte d'Ivoire. Vous avez vu l'enquête de Vice Media, pour ne pas revenir sur la question, où des ministres même avaient témoigné contre Ahmed Bakayoko. Bon, je pense que il s'est brûlé les ailes, comme pour rappeler encore une fois le mythe d'Icare. Ahmed Bakayoko est parti ad patres, paix à son âme. Ensuite, il y a eu l'intervention de M. Adama Bictogo, qui avait dit que si Alassane Ouattara ne partait bon, après, on a vu les conséquences qu'il a subies. Voilà, je pense qu'on n'a jamais autant ouvert d'enquête sur une personnalité. On fouille dans ses affaires, on lui emmène des huissiers, que ce soit à la société de transport, la Guinée STL, que ce soit à Snedaï, partout il est poursuivi au point où le monsieur a délocalisé presque toutes ses affaires au niveau du Cap-Vert. Voilà, je pense qu'il était dans un séjour hexagonal très récemment pour essayer de chercher des soutiens. Mais en tout cas, il a été débarqué. L'arracheur de tabouret a vu son tabouret lui être arraché. Donc, ce qui est arrivé à Maklakla est bien également arrivé aussi à Makloklo. Ensuite, un autre exemple pour terminer sur cette question. Ils ont posé la question à Adjoumani. Adjoumani, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que nous, là, c'est devant nos femmes même on peut rêver d'être président. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cœur, comme les Ivoiriens disent, pour dire qu'ils vont formuler l'intention de devenir président de la République. Donc, il a fait montre de tout son aplaventrisme. Cela n'a pas suffi. Son strapontin lui a été arraché. Voilà. Le poste de vice-premier ministre, c'est dans le mouvement mouvement normal d'évolution successorale dynastique du pouvoir. Monsieur Alassane Ouattara, pour protéger ses arrières, mais il veut mettre son petit frère pour couvrir tous les crimes qu'il a commis, pour ne pas que la justice, sur des scandales financiers, sur la corruption qui croît à un rythme exponentiel, sur les assassinats, sur la caporalisation du pouvoir d'État, en violation perpétuelle de la Constitution, il est obligé de vouloir mettre son petit frère. Maintenant, dès lors que son petit frère, ce poste-là a été taillé sur mesure pour lui, parce que j'ai entendu certains dire, oui, ce poste-là a existé par le passé. Ce poste a existé par le passé, mais il n'y avait pas de président de la République en Côte d'Ivoire. Monsieur Félix Houphouët-Boigny était premier ministre de Côte d'Ivoire. Donc, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, mais ce poste a été taillé justement pour lui. Mais maintenant que ce poste est taillé pour lui, quelle campagne ne remarque-t-on pas sur les réseaux sociaux où on trouve des laudateurs, des groupes de soutien, des mouvements de la 25e heure qui viennent TBO président, TBO président. Mais qu'est-ce qui arrive à TBO quand on dit TBO président? Mais c'était Soro, cloué au pilori,
c'était Ahmed Bakayoko voué aux hégémonies. Et c'est maintenant Adama Bitogo qui, si il ne fait pas preuve d'aplaventrisme, va connaître l'exil très très bientôt avec toutes les difficultés y afférentes. Donc, vous voyez cette question-là, c'est juste le grand frère qui veut donner le pouvoir à son petit frère pour protéger ses arrières. C'est simple. Il n'y a pas à faire Harvard, il n'y a pas à faire Sciences Po pour comprendre ça. C'est tout simple. Et c'est dans un plan savamment orchestré qu'ils sont engagés. Ok. Alors, venons-en au fait. GPS. Comme vous me l'avez indiqué, comme tu me l'as indiqué, parce que tu m'as dit, c'est pas le GPS, c'est le GPS. Parti dissous. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes existantes de GPS ne sont-ils pas seulement de la cabine du virtuel? Ne les entend-on pas exclusivement Non, que sur non, les non. réseaux sociaux? On sent. Tu es presque un allié pour moi. Et moi, dans les alliances, moi, je fais pas de trahison. Je sais ce qui, toi et moi, nous lie. Voilà, donc on va pas dire certaines choses et tout ça. Mais bon. Là, tu m'embarrasses là, parce que là, Non, les non, gens, non. ils vont tendre à plusieurs échelles. C'est bien, il faut donner des exercices aux gens pour qu'ils essaient de réfléchir. Voilà. Bon, vas-y. Réponds. GPS, vous savez, je vois des militants du RHDP qui sont dans les commentaires. Bon, je vais faire un nivellement vers le bas avec mon langage pour qu'ils comprennent quelque chose. Vous savez, le RHDP, naturellement, quand on promeut que des militants à des postes qui ne leur sont pas dus, n'excelle pas. Question couperet. Montrez-moi une seule fois où le RHDP a gagné un procès contre Guillaume Soro, contre Laurent Gbagbo, contre des opérateurs économiques. Jamais à l'extérieur. Mais c'est justement parce que il y a une forme de réflexion verticale, la verticalité de la pensée. Le chef peut faire des erreurs, mais tout le monde, comme des moutons de panurge dans un panurgisme imbécile, ils vont répéter les mêmes erreurs. GPS n'a jamais été un parti politique. Dans la loi en Côte d'Ivoire, je vous enjoins de vérifier, c'est la justice qui peut dissoudre un parti politique. Mais quand il s'agit de la question des mouvements et des associations, comme c'est le cas de Génération et Peuple Solidaire, c'est un décret présidentiel, comme ça se fait en France, comme ça se fait en Belgique, comme ça se fait dans presque tous les pays francophones. Donc, brandir une décision de justice pour interdire les activités de GPS, c'est une décision qui n'a pas de ressort juridique solide et tenable, c'est indéfendable. Voilà. Maintenant, on peut comprendre l'acharnement contre GPS, parce que tantôt, c'est eux qui disaient que Soro, c'était fini. Tantôt, c'est eux qui disent encore que Soro, il veut renverser le régime. Bon, de là, je peux comprendre l'acharnement qu'il y a contre le pouvoir. Regardez sur la question, par exemple, du renversement, dont il se gargarise. Soro, c'est un rebelle, il voulait faire coup d'État, c'est un putschiste, il a eu la perpétuité, c'est fini. Mais tous les militaires de la garde rapprochés de M. Guillaume Soro, qui avait été pris avec lui le 23 décembre, qui avait été pris à Abidjan, arrêtés, ils sont allés en prison, ils sont sortis. Ils sont aujourd'hui militaires encore dans l'armée régalienne de Côte d'Ivoire. Mais Soro voulait faire coup d'État avec qui? Il voulait faire coup d'État avec sa femme, ses enfants, peut-être moi. On était peut-être 4, avec 17 Kalachnikov pour faire un coup d'État. Vous savez, moi j'aime les films de fiction. Voilà, parce que ça fait... Mais faut éviter d'appliquer la fiction à la réalité. Et pour ça, moi je pense que Alassane Ouattara mérite un prix Nobel, parce que c'est le prix Nobel de la réalité quantique. C'est lui qui a réussi à poser la virtualité à la réalité. Voilà, parce qu'il y a rien qui marche. Imaginez-vous que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on dit il y a 2% de chômage. Et puis, ils sont là, ils mentent dans un mensonge in vivo, qu'eux-mêmes ont créé. Alors que les vrais chiffres du chômage sont là. Voilà, mais ils sont sûrs de leur mensonge, ils se mentent et puis bon, ils veulent nous faire croire, gober leurs mensonges. Donc, moi, quand je vois tout cet environnement-là aujourd'hui, c'est une justice qui est inféodée aux desiderata du clan Ouattara. Il n'y a rien, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, sinon, je vais prendre l'exemple de quelqu'un que j'ai vu pérorer sur les médias récemment. Il s'agit du sieur Al-Mustafa. OK?
Oui, et Mais pourquoi ce dernier n'était-il pas condamné? Oui, je m'en souviens, oui, effectivement. Oui. Mais comment il est condamné et puis il sort du pays, hein? Il va, par exemple, sur les médias internationaux, il va pas en prison. Mais quand on est condamné, on va à la MACA. D'accord. Je vais prendre l'exemple d'un jeune qui fait pas de politique, par exemple, mais qui excelle dans les actions sociales tout récemment. Il s'agit donc du dénommé Apuchu. Mais Ah oui, oui. le nombre d'actions sociales que Apuchu fait, c'est symptomatique de la précarité du social en Côte d'Ivoire. Mais ce dernier-là, il est allé en prison pour une question de blanchiment. Je pense qu'il avait demandé son passeport récemment pour voyager, pour aller voir quelqu'un en France, mais on lui a refusé donc de le laisser partir. Alors que bon, il a une adresse en Côte d'Ivoire, il allait partir pour revenir. Mais lui donc ne peut pas sortir du pays. Mais Al-Mustafa, qui est un laudateur du régime RHDP, qui est un prisonnier confirmé, mais lui il sort du pays, il fait ce qu'il veut. D'accord. C'est intéressant, c'est très intéressant cet exemple. Ça veut dire qu'en fait, les prisonniers ne sont pas traités de la même manière selon leur sensibilité politique, c'est cela? Mais enfin, c'est une lapalissade là. Bon, c'est ton appréciation, ce n'est pas la mienne. Là, c'est pas ça qui t'exprime. Non, mais bien Bel exemple, sûr, en tout bien cas, sûr, voilà. bien sûr. Qui du RHDP va sortir pour insulter Laurent Gbagbo, pour insulter Guillaume Soro, ancien premier ministre, ancien président de la République, pour insulter Feu Henri Conan Bédier, pour insulter des anciens chefs d'institution, mais il ne sera pas inquiété. Mais dès lors que Jean-François Kouassi est sorti pour parler d'un problème réel en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il est sursitaire, mais il a été condamné. Ah oui, oui, en effet, oui. Voilà. Donc, Ok. comme Amadou Kourouma le disait, la principale institution dans une dictature, c'est la prison. Et nous sommes sous une dictature. Alassane Ouattara est un dictateur. Voilà, donc il ne peut faire qu'un dictateur. Une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Un dictateur ne peut être qu'un dictateur. D'accord, bah, en tout cas, très bon, ok. Le message est passé, mais venons-en sur une situation qui est très importante. Je sais que on échange souvent sur des points intéressants, c'est-à-dire les actions d'État. Nous savons que nos paysans aujourd'hui subissent une situation très très compliquée. Et je sais que bien évidemment, au-delà de tes lignes, au-delà de tes postes, tu es une personne qui pense véritablement projet pour la Côte d'Ivoire et solution. La situation des Non, non, paysans. la solution déjà, j'estime, et ça, il faut que voilà, nos amis le retiennent sur ce panel. Alassane, la solution, c'était le plus grand blasphème. Ah, bon, ok. C'était vraiment, 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 on était jeunes à l'époque. On n'avait pas beaucoup, bon, je n'avais pas encore fini mes cours de philosophie, donc peut-être que je n'avais pas cette perception-là. Peut-être qu'on m'avait donné un petit Nassidi quelque part qui allait me moutoniser. Et Dieu merci que, bon, j'en suis Je ne me suis sorti. pas permis de citer cela. Mais c'est le plus gros blasphème de dire la solution. Ado, la solution, c'est Dieu qui est la solution. Tu es la solution, on t'a mis maintenant au pied du mur, maintenant tous les problèmes sont là, tu prends crédit seulement sur crédit, mais tout le monde sait le faire. La dernière fois, j'ai eu à intervenir sur cette question. Dès lors qu'on a un capital confiance, le pouvoir de Niamey en 2011, vous pouvez vérifier ce que je dis. Ils ont fait 11% de taux de croissance. Oui, 11% de taux de croissance. oui, tout à fait, oui. Mais au niveau, dans nos économies africaines, un taux de croissance élevé n'est pas symptomatique de la Exactement. qualité du PNB, par exemple, ou Effectivement. du PNB qui réagit directement, par exemple, sur l'indice de développement humain. Tout à Voilà. fait. En tout cas, en France, on a 0,1% de croissance. Aux États-Unis, 1% ou 0,5% de croissance. Mais on voit la qualité du social en France et on voit la qualité des soins hospitaliers qui sont donnés aux gens et le niveau de vie. Mais comment on peut avoir 6-7% de croissance alors quand on va à l'hôpital, on n'arrive même pas à se soigner? Voilà, c'est tous ces paradoxes-là qu'il faut soulever. La question donc était sur la question agricole. Exactement. Pour le cas de nos paysans, concernant le cacao, d'accord, on a eu une augmentation assez exponentielle cet été où les prix étaient fixés à... C'était une augmentation électoraliste. Ben, on va en venir là au fait. Alors, quels sont au-delà de À compter, combien on achetait le cacao au Cameroun? je crois à Je 5 pense 000, qu'ils étaient à 6 000, 5 000 5 000, francs CFA. 5 000, oui, 5 000, plus de 5 000. Mais En Côte d'Ivoire,
Permets, Kader. Je veux qu'au-delà de pointer du doigt et critiquer, je veux également des solutions de la part du GPS. Qu'est-ce que le GPS pourrait proposer comme alternative? Merci. Moi, je vais retrouver la vidéo de l'intervention de M. Guillaume Soro en 2025, où il parlait de son programme agricole pour les Ivoiriens. Voilà. C'est non seulement la modernisation de ce secteur, et puis il faut sortir un peu du binôme café-cacao qui est en train d'atteindre ses limites. C'est un secteur à faux tort de corruption. Il y a tellement de corruption dans ce secteur-là. Pendant que les gens achetaient le cacao à 5 000, 6 000 francs au Cameroun, pourquoi Alassane Ouattara n'a-t-il pas augmenté les prix du cacao en ce moment-là? Alors, dès lors qu'on va à une élection présidentielle, entre guillemets, qu'est-ce qui se fait? Il fait un prix électoraliste. Dès que l'élection est passée, la crise du cacao survient. C'est Adjoumani, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il a été débarqué, parce que c'était, ma foi, je vais beaucoup utiliser ineptie aujourd'hui. C'était ineptie de dire qu'on vend le cacao de la Côte d'Ivoire en avance. Mais ce secteur-là, il y a tellement... Je vous rappelle qu'il y a eu le scandale des 500 milliards de francs CFA détournés dans ce secteur. On ne sait pas jusque-là, il n'y a pas eu de procès. Mais en tout cas, il faut... Est-ce que tu peux me confirmer, en fait, ce scandale? Parce que moi, je m'en souviens, j'en ai discuté avec certaines personnes. Madame Ramatali était citée, c'était sur Lambek Assikona. C'est un scandale qui a véritablement existé. Bon, après, ça a pris différentes tournures, tout comme le scandale de l'université a également existé. Bon, après, vous savez, quand on met des pansements aussi sur des pieds en bois, voilà, on essaie de couvrir un instant les scandales, mais après, ça se découvre. Et ça, ce sont des scandales qui sont consignés, dont on reparlera bientôt. OK. Alors, un message aussi, d'accord, pour le social. C'est très important parce que effectivement, la Côte d'Ivoire n'a pas cette culture sociale. On nous dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est une embellie économique. Beaucoup de gens disent qu'il y a un satisfecit de la part de la population ivoirienne. Qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui? Vous êtes arrivé, quand je dis vous êtes arrivé, tu fut un temps, oui, effectivement, en 2011, tu accompagnais le président Soro à cette époque. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire entre 2011, on fait un comparatif, je veux que le comparatif soit vraiment sincère, au-delà de nos appréciations. Est-ce qu'on peut dire de 2011 à 2026 aujourd'hui, le social ivoirien se porte bien et que la vie des citoyens ivoiriens, elle est meilleure? Bon, vraiment, tu me poses des questions. Je pensais que j'allais avoir beaucoup de colle ce soir, mais ce sont des questions tellement faciles, d'autant plus que les Ivoiriens eux-mêmes qui sont sur ce panel savent la vacuité de la couverture maladie universelle qui est imposée à tous les Ivoiriens aujourd'hui. Vous savez, j'ai pour habitude d'imager avec ce fait. En Côte d'Ivoire, on peut rouler sur une belle route si le SAMU arrive à temps, parce qu'il faut payer le SAMU également. On va t'embarquer parce que tu es malade, tu vas rentrer dans un bel échangeur, rouler très vite, par exemple, pour arriver à l'hôpital, mais ta couverture maladie universelle ne pourra pas te sauver. Ils ont lancé, le gouvernement ivoirien, ce qu'on appelait le programme des filets sociaux. Bon, c'était tellement animalisé encore, les Ivoiriens, les chosifiés. Donc, ils prennent un filet, ils lancent dans la mer des pauvres, ils en retirent quelqu'un et puis ils font des subventions. Ils ont appelé ça filets sociaux. Mais quand on a des filets sociaux, où on va pêcher certains pauvres pour leur donner, mais c'est du cosmétique. Ça ne règle pas la substance de la question. Parce qu'on a pêché quelques pauvres à travers les filets sociaux, et puis les autres pauvres là sont encore dans la gadoue. Ils sont dans la misère, ils sont en train d'avoir tous les problèmes du monde. Échec absolu. Absolu échec. Le cas du social de M. Alassane Ouattara. Il n'a rien résolu en Côte d'Ivoire. C'est ce que les latins disent, le flatus vocis. C'est-à-dire, c'est du flafla. C'est du français, hein, il faut le préciser. Voilà. C'est du flafla. Du flatus vocis. Rien, les malinqués disent Dagbashi. C'est un Dagbashi présidentiel. Parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a construit certes des routes, on peut lui accorder ce crédit. Il est en train de construire une tour à sa gloire. Voilà, de la tour F, dit-on. Mais bon, quel est l'impact que cette tour F-là aura sur le panier de la ménagère? Vous savez, nous, à GPS, on a appris à faire quelque chose avec des scientifiques qui nous accompagnent sur ce genre de questions-là. On a réussi à quantifier la misère humaine en Côte d'Ivoire. Faut pas se promener dans les rues de Cocody pour essayer de la quantifier. Faut se promener à l'intérieur du pays
faut aller à Bobo Cloetia, faut aller à Andokwa Yopougon, faut aller à Bobo derrière Rail, faut aller voir la vraie misère des Ivoiriens. Mais comment diantre, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le salaire minimum interprofessionnel garanti est de 70 000 francs CFA, 75 000 francs CFA, et puis un studio coûte 100 000 francs, par exemple, à Cocody, sans qu'on ne puisse résolver ce genre de questions. Non, non, non. Le social, ça ne marche pas. Une embellie économique, c'est un oxymoron avec ce que je viens de dire. Comment on peut avoir une embellie économique avec un SMIC de 75 000 francs CFA? Voilà. Donc, c'est un pays qui devient la propriété des plus riches, parce que c'est pas du populisme que de le dire. On a carrément vendu le pays. Ils ont carrément vendu le pays. Moi, j'ai eu l'été dernier, j'étais en déplacement au Vietnam. Et au Vietnam, qui est un pays rouge, c'est un pays communiste, et tout ça, qui a fait une ouverture, par exemple, sur les marques internationales, pas comme Cuba, que je connais bien, par exemple, également. Mais j'étais là, moi qui suis pas friand des fast-foods, je suis allé manger un fast-food. Déjà, il faut savoir que les salaires sont très bas au niveau du Vietnam. Je me rappelle que j'ai retiré 100 €, ça me faisait 2 millions de VND. Si je ne m'abuse, on pourra vérifier les taux après. Mais je parlais avec quelqu'un, par exemple, qui me disait qu'il était payé 10 millions de VND. Je dis, ah ouais, 10 millions, bon, à entendre comme ça, 10 millions, il dit non, c'est pas les 10 millions, bon, j'ai compris qu'on a calculé, mais en tout cas, il était dans les 600 € qu'il recevait, mais il y avait une qualité de vie au niveau du Vietnam, par exemple. Je suis allé manger un fast-food ce jour-là, sans faire de publicité. Faut pas m'envoyer la facture après, hein. C'était un KFC, par exemple. Mais je pense que pour le KFC, j'ai payé 4 $. Voilà, quand on m'a débité sur ma carte. Mais le KFC coûte combien à Abidjan? Comment on peut avoir un SMIC de 75 000 francs CFA et puis, par exemple, le KFC va coûter 10 000 francs ou 15 000 francs CFA quand on va manger un sandwich? Mais gouverner, c'est attirer les investisseurs étrangers, mais c'est mettre en adéquation les investissements étrangers avec la politique sociale qu'on veut mener. Aujourd'hui, comment on peut acheter des vêtements de marque, comme de la marque Lacoste par exemple, plus cher à Abidjan qu'en France? Ah, logique. Voilà, donc c'est un oxymoron embelli et non, justement parce que les droits de douane, les droits de douane, les taxes sont trop peu élevés, donc il faut que les gens aient une marge, donc ils sont obligés d'augmenter le prix. Voilà, et les associations de consommateurs, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Bon, ça n'existe presque plus. J'ai vu le trublion à l'époque, Komoé, qui est devenu un chroniqueur de Live TV. Bon, sans lui faire offense, bon, c'est devenu un laudateur aujourd'hui. Bon, on comprend. Chacun regarde la pitance. C'est un laudateur pour toi, monsieur Marius Komoé, c'est un laudateur? Absolument. Vu ses dernières réactions, c'est un membre du RHDP. Voilà. Et donc, mon cher camarade Daouda, tu le trouves l'audateur? Non, écoutez, Daouda, je ne souhaite pas en parler parce que Joker. bon, comment? Joker? Non, pas le Joker. Moi, excusez-moi, moi, je ne me tortille pas le derrière très longtemps pour chier droit. Voilà, donc lui, je peux en parler, oui, mais je n'estime pas que je dois, moi, parler de Daouda parce qu'il n'en vaut pas la peine. Voilà, c'est tout. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'a pas les ressorts intellectuels solides pour mener un débat de qualité, sauf outrager des femmes. Je l'ai vu insulter des dames sur un plateau, ce que moi, je ne ferai jamais. Donc, j'estime que quelqu'un comme ça, à tenir un discours avec lui, il ne saura pas non seulement me tenir la dragée haute, mais il ne mérite même pas que je m'attarde sur son cas. Donc, s'il y a des questions plus pertinentes... Alors, Daouda, si tu es de passage, je pense que Daouda, certainement, je l'ai vu apparaître, ses propos n'engagent que Kader Diarassouma. Je te laisse écouter. Non, moi, j'ai fini sur cette question-là. Ok, donc on va aller sur un autre point sans plus tarder. Il y a aussi un élément qui est très important, c'est-à-dire que c'est l'aspect, aujourd'hui, de l'éducation. Et nous avons vu que le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est l'une des poches budgétaires les plus élevées, d'accord, en ce qui concerne l'annonce du budget 2026. L'annonce du budget 2026, la poche budgétaire concernant le ministère de l'Éducation nationale était à hauteur de 1800 milliards de francs CFA. Alors,
Est-ce qu'aujourd'hui, l'école ivoirienne, on peut avoir un satisfecit de 2011 jusqu'à 2026? On nous dit, beaucoup de communicants proches du parti au pouvoir nous disent que les bâtiments scolaires pleuvent à foison en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un satisfecit? Parce que, à titre personnel, hein, je tire un peu sur la sonnette d'alarme parce que je juge, à mon humble niveau, que le niveau n'est pas assez reluisant. Qu'est-ce que toi, tu peux en dire? Et qu'est-ce que GPS aussi peut dire en ce qui concerne l'école ivoirienne? Le récent ministre de l'Éducation nationale, qui vient d'être nommé, hein, Monsieur Nguessan. Monsieur Nguessan, de ce que je sais de son pédigré, c'est un rigoriste. Voilà, quelqu'un qui a de la rigueur. Et j'espère bien que la nouvelle mission qui lui est assignée, parce que moi je estime que la politique doit s'arrêter à la porte de l'école, ne doit pas franchir l'école. Voilà, donc ce sont nos enfants qui connaissent une éducation biaisée depuis combien d'années? Et sur cette question, je vais dire que l'école est partie de Charib en Silla. L'école est partie à Volo, sous Candia Camara. Marié Toukoné a essayé de faire ce qu'elle pouvait faire avant que la politique ne la rattrape dans son action. Mais en tout cas, j'espère que M. Nguessan pourra redresser la barre et mettre une éducation de qualité au service de nos enfants, de nos petits frères, de nos grands frères qui sont dans le système éducatif ivoirien. Mais quand je parle d'amélioration du système éducatif, je ne vais pas éluder la question de, par exemple, la révalorisation salariale des enseignants. Leur qualité de vie, ils ont fait des revendications. Pour certains, ils sont allés en prison récemment également. Que chacun retienne cette phrase. La principale institution dans une dictature, c'est la prison. C'est pas de moi, c'est d'Amadou Kourouma. Donc, il faut améliorer la qualité de vie des enseignants. Pourquoi ne pas leur accorder des primes? D'autant plus qu'on dit que l'économie de la Côte d'Ivoire est une économie à faire pâlir de jalousie. Les États-Unis, la France, avec un PIB qu'on nous a vanté comme le meilleur PIB qui n'a jamais existé au monde. Mais si on a une économie aussi réluisante, pourquoi on n'accorde pas de primes à des enseignants, d'autant plus que leur condition de vie après coup est presque miteuse? Voilà, on a su relever l'économie du Japon. Le Japon se porte bien aujourd'hui. On peut relever l'économie de la Côte d'Ivoire en accordant des meilleures conditions de vie aux Ivoiriens. Ou bien ce qui a été fait au Japon n'est pas applicable en Côte d'Ivoire. Ou bien comme on nous appelle Ivoiriens et que nous ne sommes pas Japonais. Bon, enfin, il y a beaucoup d'oxymorons. Bon, il y a beaucoup de choses pas utiles. D'accord. Alors, on a évoqué, je pense que tu as évoqué précédemment, en fait, le GAFI. C'est que la Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, est citée comme une plaque du blanchiment, hein, blanchiment à tout bas, qu'il soit immobilier, qu'il soit aussi, bien évidemment, dans ce qu'on appelle les substances que je ne... Voilà, je pense que tu le sais. On parle aujourd'hui de la prostitution, qui est assez juvénile, hein, qui est assez précoce, la prostitution. On peut parler, bien évidemment, aussi, d'accord, même du blanchiment à caractère, on va dire même à partir des fondations. Je n'ai pas envie d'indexer les gens, mais le blanchiment dans tous les sens du terme. Euh, pourquoi ce bilan? Pourquoi y a-t-il eu un laisser-aller? Parce qu'il y avait un idéal, comme tu l'as dit, depuis 2011. Et comment se fait-il que des situations qui n'ont jamais été vécues auparavant en Côte d'Ivoire sont aujourd'hui une réalité pour les Ivoiriens? Bon, je pense qu'il a reçu un appel. Il nous reviendra incessamment, sous si peu. Mais comme je vous disais, je m'adonne un exercice qui n'est pas forcément commun. Il peut arriver comme ça que je choisisse une personne pour que je puisse effectivement échanger avec elle et poser des questions. Alors, bon, il est de retour. Voilà, donc je parlais du blanchiment. Le blanchiment est une réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce sont des faits que la Côte d'Ivoire n'avait pas véritablement connus auparavant, d'accord, auparavant. Mais comment se fait-il qu'il y a eu cette déflagration et qui fait aujourd'hui de la Côte d'Ivoire une plaque
tournante en ce qui concerne le blanchiment. À tout va, hein, blanchiment avec les substances, blanchiment dans l'immobilier, blanchiment dans plusieurs secteurs. Comment se Donc, fait-il on va dire que c'est un pays blanc, désormais. bon, bah, un pays blanc, si tu On veux. a non seulement déversé la peau de blanche sur le pays, mais les effets de la peau de blanche sont entrés dans le bâtiment, sont entrés dans la corruption d'agents, sont entrés. Je vous rappelle qu'il y a quelqu'un qu'on appelait Ali le douanier, qui avait saisi une tonne, qui avait fait entrer une tonne de cocaïne en Côte d'Ivoire, de peau de blanche en Côte d'Ivoire. Le procureur de l'époque, Ado Richard, avait présenté avec le haut commandement de la gendarmerie, donc cette substance-là qu'ils allaient brûler, mais la substance qui a été brûlée, il y en a qui a été récupérée et revendue sur le marché. Vous voyez comment notre pays est gangréné. La course à l'argent en vitesse. Les gens ne croient plus aux valeurs du travail. Et naturellement, quand c'est comme ça, tout le monde veut rouler carrosse. Personne ne veut être la cinquième roue du carrosse désormais. Donc, c'est des voitures rutilantes qui... Aujourd'hui, moi, je pense que il y a 6, 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce qu'on pouvait même déposer 5 millions de francs CFA sur son compte bancaire sans qu'on nous demande l'origine de ces fonds-là aujourd'hui? Mais quand on regarde les comptes bancaires en Côte d'Ivoire, pour des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont pas connus pour être des grands travailleurs, qui se retrouvent avec des milliards de francs CFA sur leur compte sans que cela ne meuve personne. Mais c'est de là que on parle de blanchiment de capitaux. Et bien sûr, le groupe d'action financière internationale a mis la Côte d'Ivoire sur la liste très très sérieuse. Et c'était de la négociation pour qu'on ne soit même pas sur la liste noire. Mais aujourd'hui, par exemple, moi je connais des amis qui ont fait des virements à partir de la France. Vous pouvez essayer, ne serait-ce que de 1500 euros ou de 1 million de francs CFA. Mais avant que les 1 million n'arrive, c'est 45 jours à 2 mois, par exemple. Les gens sont obligés de passer par des méthodes auxiliaires comme TapTapSend ou bien Sendwave ou ce genre de trucs là parce que les transactions bancaires de la Côte d'Ivoire ne marchent presque plus, alors qu'on est dans un système qu'on appelle le SWIFT, par exemple. Mais le GAFI a sanctionné la Côte d'Ivoire, ça veut dire que même au niveau des autorités, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un ancien cadre du RHDP, je ne sais pas s'il est toujours, mais en tout cas, il allait en prison dès lors qu'il a dénoncé ce que la haute autorité de la bonne gouvernance avait donc décrié, c'est-à-dire 1400 milliards de détournements par an au sein même des membres du gouvernement. Mais c'est Yodé et Siro qui ont chanté, si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur. Donc, si tes ministres sont voleurs, que tu n'arrives pas à les sanctionner, mais toi-même tu es le plus grand voleur en puissance. Voilà, donc ça c'est clair. Maintenant, je ne vais pas vous cacher ceci. Il y a 2 semaines ou presque, le FBI a débarqué à Abidjan pour voir les tentacules du Hezbollah qui ont commencé à avoir pignon sur rue en Côte d'Ivoire à travers l'introduction d'une manne fiduciaire dont on ne sait l'origine, mais qui sert bien à financer certaines activités illicites. Mais pourquoi tout ça, ça arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Tout ça, ça arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que nos dirigeants sont corrompus, avec le plus grand corrompu en puissance, M. Alassane Ouattara. Voilà qui est dit, en tout cas. On va revenir, en tout cas, dans un chapitre, un chapitre qui est quand même récent, le chapitre d'octobre 2025. Je ne m'empêche pas, je viens de voir un commentaire, on dit 1400 milliards par an, c'est exagéré. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Joël Nguesson, et c'est un rapport de la haute autorité de la bonne gouvernance. Voilà, donc ce n'est pas moi. Epiphane Zoro Bibalo, qui est le ministre en charge des questions de bonne gouvernance, c'est lui qui l'a dit. C'est un membre du RHDP, donc vraiment, ne venez pas manger votre piment dans ma petite bouche. Oh, non. Faut pas faire forcément attention parce que les commentaires, il y a de tout dans les commentaires. Donc, il faudra vraiment faire l'effort de ne pas forcément être arrivé sur les commentaires. On a fait cet exercice-là. Question. Précédemment, chapitre 25 octobre 2025. On a vu ce qui s'est passé. Et puis, on a la vie politique qui est en pleine évolution. Monsieur Soumaïla Brenouni, vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vous, opposition ivoirienne, partis confondus, est-ce que vous n'avez pas de but, vous n'avez pas d'objectif précis? Est-ce qu'on peut véritablement aujourd'hui dire ne pas reconnaître un mandat et en même temps présider une institution, y participer? Alors, je pense que on aurait dû accorder nos sons de violon avec les sons de nos clarinettes. Mais on a une opposition aujourd'hui qui a peur de souffrir.
Moi, j'ai vu des gens qui se sont mis dans le sabaridé. Voilà, c'est eux-mêmes qui ont inventé ce mot. Dès lors que l'exil commence à peser, et Dieu sait que l'exil, c'est pas facile, sur eux, donc ils vont demander pardon, se mettre à genoux, rentrer en Côte d'Ivoire pour aller... Ils savent que c'est la dictature, mais ils vont se mettre au service de la dictature. OK? Pour la question du PDCI, moi, je ne suis pas très à l'aise T'es pas obligé pour de répondre, parler... hein, tu peux monter Non, en non, bouche, hein. je vais répondre. Je vais répondre parce que je n'ai pas la langue de bois, moi. Voilà, je vais dire ce que je pense sur cette question-là. Pour le cas du PDCI, moi, je pense que le PDCI a perdu de sa superbe. D'accord. Le PDCI a perdu de sa superbe, non pas à cause du président Tidiane Thiam, parce qu'il lui-même est victime de ce que nous avons subi avant lui. Quand il faisait donc l'allégorie du serpent dans la poche, d'aucuns pensaient que c'était de nous qu'il parlait, mais il parlait bien sûr d'Alassane Ouattara. Exactement. Parce que moi, je ne vois pas la raison du maintien à l'extérieur de M. Tidiane Thiam, qui a dit sur des plateaux de télévision, je ne sais pas s'il était face à toi ou qui, je ne sais pas, qu'il voilà, qu'on lui a dit clairement que s'il rentrait en Côte d'Ivoire, il allait aller en prison, il avait peur pour sa vie et tout ça. Mais est-ce qu'en politique, on devrait avoir peur pour sa vie? C'est un engagement. C'est un engagement qui ne doit pas conduire M. Thiam à l'exil. Mais je pense que M. Thiam a péché sans lui manquer de respect, sans lui faire offense, par naïveté, à trop vouloir faire confiance à Alassane Ouattara. C'est la première fois que moi j'ai entendu un homme politique, qui plus est opposant, aller dire que je suis allé voir le chef de l'État pour lui demander la permission que je serais candidat. Mais déjà, c'était une démarche alambiquée. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie. En tout cas, des oppositions, j'en ai vu. Des aplaventristes, des obséquieux, j'en ai vu, mais c'était la première fois, par exemple, que je voyais que, bon, on va demander la permission à son opposant pour être candidat. Primo. Deuxièmement, Monsieur Thiam, je vois aujourd'hui qu'il y a des bisbilles avec certains de mes amis que je connais très bien, notamment Monsieur Ewoja Gabriel, qui est un ami et que je salue au passage, et le maire de Port-Bou également, qui est un très bon ami à moi. Mais je vois qu'il ne veut pas rentrer dans le groupe parlementaire du PDCI-RDA. Mais ça veut dire qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème au niveau de la gestion. Et je vous rappelle que la manière dont a été débarqué, par exemple, le maire de Port-Boué de son poste de secrétaire exécutif, c'était comme si c'était une vengeance. Et on lui a mis à la place M. Yapokalis. Mais non, au niveau de la gestion du PDCI et Cerise sur le Sunday, on ne peut pas être contre le 4e mandat comme nous on l'a été contre le 3e mandat et aller adouber des élections législatives pour essayer de légitimer ce pouvoir-là. Voilà, bon, je rebondis parce que tu étais dans ton élan, mais est-ce que ces élections, par exemple, M. Bredoumi, qui est aujourd'hui vice-président, est-ce que ces élections-là ne prouvent pas la sincérité et la véracité du jeu électoral, contrairement à certaines personnes qui disent que tout est pipé d'avance, mais moi, ça m'arrive de le dire. Oh, d'accord. Quel était... On dirait que c'est un beau conte de fées, hein. On est en prison, on est élu, et puis on vient en ouais, c'est ça. Je ne sais pas déjà... c'est en Côte d'Ivoire, on peut avoir ce genre de cirque-là. Voilà, et on a des clowns qui sont là, qui essaient de se faire passer pour les personnes les plus intelligentes. Monsieur Bredombi Soumaïla n'avait pas allé en prison parce que son immunité parlementaire n'avait pas été levée. Il n'y avait pas cas de flagrant délit contre lui. Il a été injustement en prison. Peut-être qu'on veut lui faire amende honorable en essayant de faire croire que cette Assemblée nationale-là est un parlement, mais c'est une caisse de résonance. Et pour légitimer la caisse de résonance dans laquelle nous sommes, il faut le mettre là comme un pantin. Un vice-président de l'Assemblée nationale, quelle est la prime qu'il a? Je pense à l'époque, c'était 100 000 francs CFA. C'est un poste de reine d'Angleterre. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est des honneurs qui ne servent à rien. Voilà, donc si pour un poste de vice-président, tu vas légitimer un 4e mandat où des Ivoiriens ont été assassinés, c'est-à-dire toi-même, il faut revoir la perception de ta propre cohérence. Voilà, sur cette question.
D'accord, on va pas dans ce cas-là s'apaisantir, on reviendra certainement sur le PPACI. Mais j'ai une autre question, parce qu'effectivement, tu as fait cas de ton oncle Alzata, suite en fait à un contrôle parce qu'il son patronyme serait, et bien évidemment, en fait, d'accord du Septentrion. Diarasuba, c'est un patronyme qui est commun dans le subconscient ivoirien, mais ces formes d'injustice, comme tu l'as dit, ont existé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi tirent sur la sonnette d'alarme et il trouve qu'il y a une concentration à certains postes stratégiques sur l'aspect quantitatif des personnes du septentrion. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui qu'on a un pouvoir qui est en train de se djoulatiser en Côte d'Ivoire? Non, mais on sent, Oui. très cher frère, tu es en train d'enfoncer une porte déjà ouverte. Et moi, Non, je vais replacer l'église c'est au une centre du question. village. Oui, oui, je conviens, je suis en train d'aller dans ton sens, justement. Écoute, on sent. Moi, je m'appelle Kader Diarasuba. Oui. Mon père, il s'appelait Adama Diarasuba. Mhm. Ma mère s'appelle Djedje Thérèse. Mhm. Donc, je suis très à l'aise pour parler de ce genre de questions. Oui, vas-y, Je c'est ne peux pas bien. accepter qu'on brime un BT autant que je n'accepte pas qu'on va brimer un Djoula ou un Sénofo. Moi, je suis très logique, très cohérent dans mes actions. Ceci dit, on va prendre la liste du gouvernement ivoirien. Pardonnez, je vais ouvrir mon ordinateur. Gouvernement ivoirien, ok? Très bien. Composition du gouvernement ivoirien, je sais pas. Ok, je sais pas si c'est ça. Alors, président de la République, Alassane Ouattara. Vice-président, euh, vous m'entendez toujours, hein? Vice-président, Kone Tiemoko Meile. Vice-premier ministre, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara. Ministre d'État, ministre de la fonction et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désiré Ouloto. Je ferai un bon secrétaire général du gouvernement, ainsi je, je disais les noms des promus. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Madame Niale Kaba. Garde des Sceaux. Vous notez ceux qui sont du Nord, ceux qui ne sont pas du Nord. Garde des Sceaux, Monsieur Jean Sanson Cambilé. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Monsieur Adama Koulibaly. Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafoa Koulibaly. Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Monsieur Bruno Nabanier Kone. Ministre des Transports et des Affaires maritimes, Monsieur Amadou Kone. Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Amédée Kofi Kwaku, qui, lui, ne peut pas arriver en France depuis un certain moment parce qu'il est visé par une enquête pour justement corruption et blanchiment d'argent. Alors, il a reçu un appel, il nous reviendra sous si peu. Je vois qu'il y a pas mal de demandes, mais vraiment, c'est un exercice. C'est un Je exercice. suis là. Ok, vas-y, continue. On Ministre était de la sur. promotion de la jeunesse, de Oui. l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré dit Mbappé. Bon, c'est moi qui ai ajouté Mbappé, hein, c'est juste pour abuser un peu la galerie. Ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Ngundemba. Ministre de l'urbanisme, bon, on n'est pas parti très loin dans le sud, hein, on revient encore au nord. Ministre de l'urbanisme, du logement et du cadre de vie, Monsieur Moussa Sanogo. Ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiemoko Touré. Ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Madame Maria Tokone. Ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly. Ministre des eaux et forêts, bon, on retourne un peu encore au sud, Monsieur Jacques Assaoré Conan. Ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, et comme on ne dure jamais trop longtemps au sud, on remonte encore au nord. Monsieur Ibrahim Khalil Konaté. Ministre du tourisme et des loisirs, Monsieur Siandou Fofana. Ministre du plan et du développement, Monsieur Souleymane Diarasuba. C'est pas mon parent, rassurez-vous, il n'est pas xénophobe comme moi. Monsieur Adama Diawara, quant à lui, il est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministre de l'Emploi, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Monsieur Adama Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique. Bon, ça, c'est mon coup de cœur, même si... voilà, Monsieur Nguessan Kofi, ministre des infrastructures et de l'entretien routier, Monsieur Yacouba Yensié, ministre
de la cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté. Bon, il fallait qu'on trouve un BT de service. Miss Logo Belmont Dogo. Non, mais soit on parle à bâton rompu, soit on parle pas. Miss Belmont Godot. Ok, d'accord. Ministre de la Transition numérique et de l'innovation technologique. Il s'appelle Monsieur Djibril Ouattara. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame Nasseneba Touré. Elle, bon, j'ai vu qu'elle avait fait une interview catastrophique où on a vu qu'elle n'était pas très bonne grammairienne. Elle a prétendu que c'est parce qu'elle avait trop duré aux États-Unis qu'elle n'arrive pas à bien parler français. Bon, on peut le lui concéder. Et comme c'est une dame, on va pas trop taper sur les dames, ok? Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. Ministre des Sports, Agué Silas Mech. Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur Abou Bamba. Ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, Monsieur Célestin Seredo. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Monsieur Adama Dosso. Et enfin, Etuti Kwenti. Bon, comme on a commencé cet exercice-là, on va faire une chose très très simple. Hein. On sent un peu de patience. Liste des DG ivoiriens, ok? On va pas tous les citer, mais on va voir maintenant. Et toi-même, tu vas, comme tu veux manger ton piment dans ma bouche, on va voir si... on va voir liste des directeurs. C'est un exercice didactique, hein, presque, qu'on est en train de faire aujourd'hui. Maintenant, tu vas voir maintenant si le pouvoir est dulatisé. Si toi-même tu as dit ça, il n'y a pas de problème. Bon, je n'arrive pas à retrouver... bon, je n'arrive pas... Liste? Non. 2025, on va mettre ça comme ça. Et puis on verra... Bon, écoutez, moi je ne retrouve pas la liste je dois avoir ça dans mes archives quelque part. Mais attendez, j'ai une liste là de deux. Alors, liste complète des nominations dans les départements ministériels et les établissements publics nationaux et EPN. Ok. Attendez, ministère d'État, non. Je retrouve pas la liste. Mais en tout cas, vous imaginez la liste qui est sous mes yeux, la qualité des noms qui y figurent. Ok. Ben on va essayer de retrouver. Si quelqu'un retrouve, je vais demander à mes amis de m'apporter cette liste là. Oui, mais et cette liste là. Déjà avec la portée, moi je veux savoir déjà avec la portée déjà de tout ce qui a été listé comme ministre et déjà des échos, d'accord, que tu pourrais avoir ou même de ton appréciation, tu trouves aujourd'hui qu'il y a ce traitement de faveur qui n'est pas digne de la pluralité, hein, comme ce fut le cas même en donnant l'exemple de ton père. Lorsque nous nous battions donc contre le système à l'époque et on estimait qu'il y avait une forme d'injustice qui existait. Je vous rappelle que M. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, était en bisbille avec Feu Désiré Tagro qui l'accusait par exemple de faire des recrutements que des BT à la police. Voilà, donc si on a dénoncé ça par le passé, moi je ne peux pas être d'accord avec la politique de rattrapage de M. Alassane Ouattara. C'est lui-même qui l'a dit. Voilà. Il a dit qu'il fallait équilibrer, donc lui il fait du rattrapage. Pourquoi vous êtes étonné? Mais est-ce que l'équilibre là il n'est pas abusé parce que c'est depuis, je crois, Non, c'est pas un équilibre. C'est même pas un équilibre. Ça, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret, c'est clair. Donc, comme la majorité des militants, on connaît la base sociologique du RHDP, des militants qui ont battu le pavé pour ce parti, il faut leur donner des strapontins pour les récompenser. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la liste du gouvernement, on retrouve que à 80%, tous les membres viennent du septentrion ivoirien. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, si on prend la liste des DG, j'ai été scandalisé. Les Américains disent « I was flabbergasted ». Quand j'ai vu cette liste-là, parce que cette liste est composée à 90% de ces mêmes personnes-là. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une politique de rattrapage qui ne dit pas son nom. Lui-même l'avait dit dans une interview qu'il avait accordée à l'Express. Donc c'est la matérialisation de son désir profond de faire de la Côte d'Ivoire un ado langue pour essayer de lui créer une dynastie et de pérenniser son empire. Alors, enfin, on va bientôt terminer parce que notre interview était très intéressante. Hein.
On pourrait, pendant 4 heures, échanger. Je veux savoir, y a-t-il pas un danger qui se présage à l'horizon si nous continuons dans ce type de gestion, je dirais cette opacité où on ne met pas forcément des personnes méritantes à des postes? Est-ce on ne se tend pas vers un danger que l'on ignore ou que l'on fait fi de ne pas savoir? Écoute, sans, moi je suis pas un diseur de carabistouille ou encore moins un cartomancien, mais je sais lire les évidences. Quand on met des personnes non méritantes à des postes qui ne leur sont pas dus, c'est sûr que le pays va aller dans le gouffre très très rapidement. Vous voyez que malgré nos oppositions politiques, tout le monde, ou presque tout le monde en Côte d'Ivoire, a salué la nomination du ministre de l'Éducation nationale, du nouveau en tout cas. Quand on sait ce qu'il a fait, quand on connaît son CV, quand on connaît son pédigré, voilà, c'est salué. Mais il y a des gens qui ne sont ministres que parce qu'ils ont été fidèles à Alassane Ouattara. Dites-moi, sans rentrer dans la gestion profonde des ministères, Adjoumani, pendant tout le temps qu'il a passé au ministère de l'Agriculture, quelle est la plus-value qu'il a apportée à ce ministère? Ne sont-ce pas donc les agriculteurs qui sont en train de battre le pavé et qui ont fait un petit tour à la Maca récemment parce qu'ils étaient en train de revendiquer leurs droits? Si Adjoumani a fait un bon travail, dites-moi que Adjoumani a fait un bon travail. Est-ce que M. Bruno Nabagné Koné, qui est le gendre du président Alassane Ouattara, c'est pas sous M. Bruno Koné qu'on a connu les plus graves crises du logement en Côte d'Ivoire. C'est pas sous M. Bruno Koné qu'on est en train de remblayer notre lagune ébriée. Sapristi. Comme si en France, pour un problème de terrain, on partait remblayer la Seine. Mais c'est un sacrilège ce qu'ils sont en train de faire. C'est un sacrilège qui n'a pas de nom. Mais c'est sous Alassane Ouattara qu'on a connu ça. Maintenant, est-ce que vous me permettez, par exemple, de parler de la qualité de M. Bruno Koné? Parce que M. Bruno Koné, il n'est que le gendre d'Alassane Ouattara. Non, si c'est faux, vous me le dites. C'est le gendre d'Alassane Ouattara. Il a épousé la nièce d'Alassane Ouattara, qui est elle-même secrétaire générale de la présidence de la République. On n'a jamais connu tel degré de népotisme en Côte d'Ivoire. Mais attendez, c'est de la compromission, par exemple, que de venir d'être gérant d'un établissement public national et dire que parce que mon frère est compétent, je prends mon frère et puis je le mets. Moi, dans ma famille, tout le monde est diplômé. Est-ce à dire que si moi, je dirige un jour un EPN ou je suis DG quelque part ou encore si je suis ministre, je prends tous les membres de ma famille pour former mon cabinet au nom de la compétence? Mais regardez les membres de la famille de M. Alassane Ouattara qui font les affaires, qui passent des marchés publics, qui sont dans le gouvernement, qui sont directeurs généraux. Mais c'est ahurissant. Alors qu'on avait accusé Laurent Gbagbo d'avoir nommé son frère cadet Dertin, qui n'était même pas son frère, comme ministre de la Défense. C'était les chefs d'accusation que les avocats du RDR avaient envoyé à la CPI contre M. Laurent Gbagbo. Non, on ne gouverne pas avec sa famille. C'est un principe de bonne gouvernance générale. On ne gouverne pas avec sa famille, tout comme la famille n'est pas responsable des actes posés par son frère ou son fils politicien. Le frère d'Emmanuel Macron et sa sœur Laura Macron, si Emmanuel Macron connaît des affres de la justice, lorsqu'il était opposant par exemple, est-ce qu'on allait prendre Laura Macron ou bien son frère pour le mettre en prison? Non, mais en Côte d'Ivoire, on a vu que on gouverne tellement avec la famille qu'ils ont pris les frères de M. Soro qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui ne s'est jamais approché de la gestion du pouvoir, mais on les a mis en prison gratuitement. C'est le népotisme qui en veut à ceux qui ne font pas de népotisme. C'est-à-dire, quand on veut rester trop bien, on dit non, vous êtes trop bien, c'est pas normal. En fait, nous sommes dans l'ère de l'anormalité qu'on veut rendre normal. On fait donc des pansements sur des plaies suantes, voilà, en essayant de régler les problèmes alors qu'on est en train de déplacer tout simplement le problème. Si on y prend garde, si les Ivoiriens ne se réveillent pas, parce que nous, en tout cas, nous, on considère qu'Alassane Ouattara, depuis 2020, il n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un chef d'État de fait.
Voilà, s'il a la même qualité que Tiani, que Assimi Goïta, voilà, donc il peut pas se moquer d'Ibrahim Traoré parce que s'ils accusent Ibrahim Traoré et les pays de l'AES d'avoir fait des coups d'État, Alassane Ouattara c'est tout aussi un coup d'État parce que c'est un argument dolosif qu'il a utilisé. Il a fait croire à Emmanuel Macron que parce que son dauphin putatif était décédé, ça a voulu donner une exception constitutionnelle pour candidater pour un troisième mandat, ce qui était faux. Lui qui avait prétendu avoir une demi-douzaine de cadres tout aussi valables, pourquoi depuis là, cette demi-douzaine de cadres est en train de voir sa barbe devenir de plus en plus blanche et ne trouve pas par exemple, de solution et on va prendre son petit frère, encore du népotisme. Vous voyez, si on y prend garde, la Côte d'Ivoire va de Charib en Silla. C'est-à-dire, notre pays est en train d'aller à volo pour des gens qu'on considère être comme qui ne s'attendaient même pas à avoir la gestion du pouvoir un jour. Ils se sont battus, ils étaient désespérés, ils veulent se rattraper, ils veulent se faire des paillassons en or et je ne vais pas dire l'expression. Pour les militants du RHDP, moi je vais dire quelque chose et je vais paraphraser Coluche. La Côte d'Ivoire va mieux. Pas mieux que l'année dernière, mais mieux que l'année prochaine. C'est-à-dire, nous sommes en train de foncer tout droit dans le gouffre. Quand on a dit que 6 000 milliards de dettes, c'était énorme, c'était immense, 33 000 milliards de dettes, à moins que je ne suis pas très bon comparatif en arithmétique, mais en tout cas, 33 000, je ne sais pas, ça fait 6 000 milliards combien de fois. Mais en tout cas, le niveau de la dette aujourd'hui, c'est très inquiétant, même si on dit que les standards de la sous-région, c'est-à-dire les 70% ne sont pas encore atteints, mais en tout cas, c'est très, très inquiétant. Et si on y prend garde, notre pays va se retrouver en défaut de paiement. Notre pays va se retrouver dans les méandres des pays qu'on est en train de moquer aujourd'hui, alors qu'ils sont en train de sortir des ornières. Voilà, donc il faut qu'on y prenne garde, il faut qu'on fasse très, très attention. Maintenant, sur cette question. Vous savez, je voulais revenir, mon intention même de participer à ce live-là, c'était pour rétablir un fait. Lequel? Lequel? Parce que je veux juste savoir lequel rapidement, parce que j'avais une dernière question à te poser, très importante. D'accord, on va poser ta question, mais il faudra me rappeler, parce que il y a la nouvelle architecture de la communication des militants du RHDP. Attends, pause. Alors, dernière question. Il y a un scandale qui éclabousse un petit peu le monde entier, qui est l'affaire Epstein. J'ai eu à m'entretenir là-dessus et la Côte d'Ivoire a été mentionnée. C'est un point à ne pas négliger. Alors, je peux avoir ton point de vue à titre personnel, même si tu veux, peut-être ton mentor a eu vent de cette histoire-là. Certaines personnes proches de M. Ouattara, en tout cas... Donc, oui. Bon, vraiment, si on dit rébellion en Côte d'Ivoire, là, oui. Vraiment, nous, on demande pardon, on a fait rébellion. On nous a cités dans rébellion jusqu'à, on a demandé pardon dans rébellion. Mais jamais dans l'affaire de prostitution, jamais dans l'affaire de drogue, jamais dans l'affaire de gabegie financière, corruption, tu vas entendre notre nom dedans. Vraiment, c'est des choses qu'on ne fait pas. Moi, j'ai été scandalisé par l'affaire Epstein. Mais j'ai pas fini. Tu vas pas laisser oui. L'affaire Epstein. Voilà, je voulais terminer dessus, l'affaire Epstein. Ton point de vue, je pense que peut-être tu dois connaître un accord des interlocuteurs qui étaient mêlés dans ces affaires. Je sais pas si tu as épluché tous les mails. Et j'ai eu aucune On sent. Non, j'ai pas dit de révéler, mais je veux dire, j'ai eu